Salut à tous, j'intercale un épisode de Toronto avant ce qui aurait dû être normalement un épisode du Thunder, parce qu'il faut terminer ces playoffs et que pour respecter un petit peu la chronologie de la partie, je préfère y aller dans ce sens-là. On s'était quitté sur ce tir assez prodigieux de Chris Boucher qui avait fait une énorme performance sur un match décisif numéro 6 en playoff au premier tour contre les Celtics. On est sur les playoffs 2021. Puis dans une dernière partie, évidemment, on commencera l'été pour ces Raptors. Voilà, Raptors de Boucher, mais aussi d'Anunoby. Voilà, c'est improbable. On s'attendait à ce que je parle de Siakam, Lowry, Van Vliet. En vérité, il est également possible de parler de ces deux-là, notamment. Allez, donc Miami attend le vainqueur de Toronto-Boston en demi-finale de conférence, mais il y a un match 7, je vous avais laissé là-dessus, et ben allons-y, un match 7, ça se joue, donc c'est parti. Alors, en fait, on se souvient que la solution était déjà d'essayer de verrouiller Tatum par Siakam. Il se trouve qu'en fait, sur les deux postes majeurs, si on met de côté Kemba, mais il y a Kyle Lowry aussi, hein, les forces des Celtics se trouvent sur des postes où les Raptors ont du répondant. Voilà, donc à partir de là, tout espoir est permis, et notamment l'espoir de museler en défense par moment sur des moments un petit peu clés. Moi, je tente juste une permutation défensive là. Je tente juste de mettre plutôt Anunoby sur Tatum et de mettre, par voie de conséquence, Siakam sur Brown. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais c'est normalement quelque chose qui peut nous permettre de voir autre chose, hein. Voir autre chose. Alors, début de match, je fais toujours un petit peu gaffe à pas me prendre un éclat. On sait qu'on joue avec Fred VanVleet qui est blessé, hein, bien évidemment. Est-ce que le choix est le bon de mettre Anunoby sur Tatum? C'est le score de Tatum qui nous le dira, hein. Et pareil pour Brown. Est-ce qu'il sera suffisamment limité par Siakam? Après, est-ce que sur les extérieurs, vous savez que j'ai mis en place une rotation, mais qui est en fait assez proche de ce qu'on pourrait imaginer, voire même qui est la rotation des Raptors au poste 1, c'est-à-dire que s'arranger pour qu'il y ait toujours au moins Van Vliet ou Lowry sur le terrain, qui me paraît assez dans l'esprit du truc. Après, voilà, il y a ces petites séquences où des fois, hop là, on a la possibilité d'exister sur une remise en jeu. Si on va piquer sous le cercle, si vous avez déjà pas essayé, vous essayerez. Si tu vas piquer avec ton joueur sous le cercle, tu es quasi certain d'avoir un panier quasi facile, puisqu'il va être défendu par... Alors là, c'était pas le cas, mais c'est 9 fois sur 10 que ça fonctionne. Allez, Kyle, voilà, swish. Je suis toujours en réglage superstar. Il faudra attendre le milieu de l'épisode 4 pour les Raptors avant que je me décide enfin à ajouter un petit point de réussite à 3 points dans les paramètres par rapport à Superstar. Donc je sais plus combien ça fait. Ça fait 56 au lieu de 55 ou quelque chose comme ça. Et ça peut faire déjà une petite différence. Mais j'ai pas envie de tuer le jeu en vérité en allant chercher davantage en fait, hein, genre 60 ou 62. C'est complètement abusé à ce stade en tout cas. Voilà, j'essaye. Je me dis c'est pas grave si tu continues à être dégueulasse à 3. Au moins c'est aussi de parfaire le timing de shoot, de créer des shoots encore plus ouverts, etc. etc. Bref, ce match se passe, je dirais, allez, sans encombre. Quand on est comme ça, à plus 4 en fin de troisième quart, milieu de fin, voilà, ça va. On arrive à répondre. On arrive à répondre aux agressions. Voilà, après, même si Tatum fait un chantier face à Anunoby, hein, je me demande si c'était au final pas une drôle d'idée de le mettre dessus. Si en plus on flotte en défense, ça n'aidera pas. Boston reprend en ce troisième quart, elle a repris et au début de quatrième, repris un petit peu le lead, mais allez, nous on a nos petites actions qui aboutissent sur des shoots un peu ouverts. Alors évidemment ça rentre pas, c'est naze, mais n'empêche qu'on se les crée. C'est tout ce qui compte à ce stade-là. Il faut défendre, il faut s'accrocher. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais parce que on a été en disette de points là pendant un bon moment.
Et il s'agira de retrouver un peu d'inspiration, sinon on va se faire complètement démonter. Et hop là, petite aide défensif. Ici, c'était pas mal pour, oui, un petit panier en contre-attaque and the foul. Donc plus un au meilleur moment. Alors ça veut pas dire grand-chose, mais au moins, voilà, on passe devant tout de même à la force du poignet. Hein, c'est vraiment laborieux. C'est difficile à prendre, hein, ces Celtics. Moi, j'arrive pas toujours à défendre le pick and roll quand il est trop bien joué par l'IA. Surtout avec ces joueurs-là. Donc, pas évident. Pas évident, mais on a toujours la possibilité d'être pénétré. Donc, je trouve pas que le gameplay là que je propose sur ce match-là soit phénoménal, honnêtement. Maintenant, on a une relative chance, c'est d'être sérieux et d'être solide en défense. C'est à peu près tout ce qu'il y a de positif. On peut aussi gagner parfois un match en défense, hein. C'est pas non plus un drame. Mais offensivement, ça aura manqué un peu d'imagination, ça aura manqué de solutions. Bah, ce qui veut dire aussi que ça aurait été bien défendu de la part des Celtics. Tatum, tu dois shooter à 3 points. Qu'est-ce que tu passes à 2 points? C'est ridicule. Donc, hop là, c'est ouvert. Et oh là là là, là il y avait le panier de l'égalisation pour Brown. Mais en fait, ça ne sera pas le cas. Les Celtics vont rater leur chance. Et c'est Kyle Lowry qui entérine au lancer franc la qualification des Raptors pour le tour suivant. Voilà, donc il faudra aller affronter le Miami Heat de Jimmy Butler. Ça aurait été donc à la force du poignet. C'était peut-être un peu moins sympathique que le match 6. Mais là encore, bon bah... désolé, je maîtrise pas tout, hein. C'est comme ça. Donc, défensivement, on a fait le job. Offensivement, ça a été un peu pénible. Mais je dirais, voilà, je retiendrai quand même que au rebond, on a coexisté avec les Celtics. On s'est pas fait trop avoir par Tace et par Tristan Thompson, par exemple, avec du gros Kyle Lowry, du gros Siakam. Tiens, un mot en passant sur les Raptors actuellement, là, dans ce début de saison. C'est vrai que c'est laborieux. J'ai encore vu, je parle dimanche, j'ai encore vu la nuit dernière la fin de match assez malheureuse face aux Pelicans. Oui, on attend autre chose. Clairement, on attend autre chose de Toronto et il ne semble pas bien, un peu à l'image de Pascal Siakam, qui n'est pas au top en ce début de saison, mais gageons que ça reviendra. À la limite, il vaut mieux arriver en forme un peu plus tard, je pense, si ça arrive bien sûr, mais on n'en doute pas. Allez, match 1, réception du Heat, puisqu'on a un meilleur bilan. Réception du Heat, c'est parti, allez. Dragic, titulaire. Il y a Akiwa aussi qui est apprécié par l'IA et qui a un rôle, qui a un joli rôle dans cette équipe. On a vu que le garçon est pas mal, hein. Après, dans la réalité, j'ai l'impression qu'Akiwa, c'est peut-être davantage un backup de Adebayo. Ouh là 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 là, ça fait mal ça. Jimmy, il fallait dunker immédiatement parce que sinon, il y a notre climatiseur qui revient par derrière et qui te bâche. Voilà. Donc, toujours sur les mêmes valeurs, hein. On est sur des valeurs de défense. On est sur des valeurs de shoot raté à 3 points alors que c'est complètement ouvert. Alors, c'est pas grave, on se décourage pas. Regardez, on a beau ne pas se décourager, c'est quand même scandaleux. C'est quand même scandaleux d'en rater autant. Donc, pour ça que je voulais sélectionner, c'est que vraiment, il y a de la douleur. Il y a de la douleur, même quand c'est ouvert, semi-ouvert, ça se passe pas bien. Voilà. C'est peut-être ce type de match-là qui m'a décidé, un petit peu plus tard, à aller quand même modifier les paramètres. Bon, très légèrement, comme je vous l'ai dit. J'ai aussi mis +1 à l'IA pour être fair play, mais je trouve quand même qu'au bout d'un moment, t'en as 5 ou 6 qui sont bien construits, qui sont ouverts. C'est quand même scandaleux de rater, quoi. Bon, après, ouvert, pas ouvert, c'est vrai que ouais, Miami fait très très fort en contre-attaque en plus sur ces shoots ratés là. On sait que c'est de la double punition en fait en général, hein, quand on rate à 3 points. Derrière, on s'expose à une contre-attaque assez gênante. Mais, ouais, c'est difficile. Le petit Malachi Flynn, qui a des minutes, hein.
Je lui en ai mis parce que Van Vliet est blessé. J'ai un poil réduit mis de Van Vliet. Et puis Malachi Flynn, j'y crois, donc il fait partie du projet de cette équipe. Donc là, ça va, on a réussi à mettre une bonne pression défensive sur Jimmy, puis Akiwa. Et oui, le petit Malachi Flynn, il a ses petites minutes. Et mine de rien, malgré tout, malgré ce manque d'adresse assez monstrueux, on n'est pas en dehors du match, hein, loin s'en faut. On est même carrément dans le truc. Donc voilà, petit Terrence Davis qui fait le boulot en serrant de près Tyler Hero. Jimmy qui est lui aussi défendu. C'est Norman Power qui va tenter. Voilà le petit pull-up. Ah, c'est beau, hein. C'est magnifique. Il n'y a pas grand-chose à faire sur cette section-là. Il n'y a aucun problème, je les leur laisse. Il n'y a pas de souci. Du moment que nous, après, on arrive... Oh là là. Alors, PG, il faut se réveiller, mon grand. Il faut se réveiller, ça c'est ce dont je vous parlais, le petit panier facile sur la remise en jeu sous le cercle. Il faut penser à aller les chercher, ceux-là. Part du principe que le jeu, au final, il est bien sûr... il garde toute sa magie quand on est un amoureux de NBA, mais il peut quand même vite gaver certains que je comprendrais aisément sur certains aspects. Qu'est-ce que j'entends par là ? Souvent... du pick and roll qui va être mal défendu. Ça peut être également un abus de claquettes, quand même, disons-le. Un abus de claquettes. Le rebond défensif a été corrigé, hein, c'est-à-dire qu'il y a moins l'IA qui nous partouze offensivement. Faut penser à mettre des écrans retard, mais je dirais que c'est vrai que le manque d'adresse à 3 points, mais qui est artificiel et quasi cheaté, ça c'est quelque chose qui est quand même assez... contrariant, parce que ça nous oblige à appuyer sur d'autres leviers du jeu, des petites faiblesses du jeu. Tiens, ouvert. Ouf, ça va. Kyle est revenu. À quoi je pense en particulier à ces histoires de contre-attaque qui sont pas toujours bien défendues parce que le repli défensif de l'IA n'est pas exceptionnel, au pick and roll, voire même au alley-oop trop facile à réaliser. Allez mon grand, tu peux le faire. Oh là là là, on a cru un remake de l'épisode précédent sur le pick and pop de Chris Boucher. Ouais, vous voyez, on n'est pas en réussite sur ce match-là. On est à +2. Néanmoins, Jimmy est défendu par Anunoby et le contre de Pascal Siakam. Très très opportun. Il reste quelques secondes de fade away. Waouh! On a réussi à arracher le stop défensif qu'il fallait, très probablement. Donc tout ça grâce à Anunoby, à Siakam, c'est toujours les mêmes vieilles recettes. Sur les extérieurs en plus, c'est pas mal verrouillé de par Larry et Van Vliet. Et le 3 points qui dévisse là aussi, aurait pu nous assurer la victoire celui-là. Et du coup il va falloir encore essayer de batailler pour pas se prendre un 3 points qui nous enverrait en prolongation. Est-ce que l'IA va bien jouer le coup? Attention, oh là 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 là. Et ça re-shoot. C'est terrible, hein. Là, il y a eu accumulation d'opportunités pour le hit de revenir. Bon, j'ai envie de dire, si ça dévisse pour nous, ça dévisse aussi pour eux. Donc, à l'arrivée, ouais, c'est pour ça que j'ai remonté aussi un peu l'IA. Parce que je préférerais qu'on ait des pourcentages à 3 points. Alors, on sait que sur certains matchs, ça peut être dégueulasse parfois. Hein. Mais là, vous voyez, 0 sur 9 et 0 sur 11, c'est caricatural. Ça n'est pas satisfaisant. On peut pas accepter ça et y prendre du plaisir, je pense. Donc c'est ce qui a vraiment contribué à me décider à augmenter la réussite à 3 points, à la fois du joueur humain, mais aussi de l'IA, parce que il est hors de question qu'on se trimballe comme ça en demi-finale de conf des 0 sur 20 à 3 points. Quand on sait en plus quelle est la tendance actuelle du jeu NBA, qui use et abuse de cela, qu'on aime ou qu'on l'aime pas, mais voilà. Allez, on ajuste un peu la rotation, puisque Van Vliet est de retour, donc on lui rend ses minutes. Van Vliet joue beaucoup, il joue beaucoup, et il reprend son temps de jeu assez imposant. Kyle Lowry ne bouge pas, personne ne bouge, sinon c'est juste Van Vliet qui reprend ses minutes à la place de Flynn. On va simuler encore une fois 2-1 dans cette demi de conf. Resimulation 3-1. Intéressant de voir que finalement on semble l'emporter un peu en simulation. C'est très cool.
C'est très cool de voir ça. Qu'est-ce qui va se passer sur la simulation suivante 3-2? Vous avez vu, je joue les matchs 1. Enfin, en tout cas, vous ne l'avez pas vu, mais vous le verrez. Je joue le match 1, et s'il y a un match 7, je réfléchis. Mais intermédiaire, j'estime que c'est sympa de simuler pour aussi quand même qu'il y ait allez, on va dire, un certain respect des forces en présence. On est passé, et on verra si c'est Milwaukee ou Brooklyn qui nous attend en finale de conf. Je vais prendre très temporairement le contrôle des Clippers, mais pas pour jouer, vous allez voir. C'est juste que j'ai envie de voir d'un peu plus près cette demi-finale de conférence, puisqu'il y a un match 7 à l'ouest quand même entre les Lakers et les Clippers. Donc je prends le contrôle histoire d'ajuster la rotation des Clips. Alors vous voyez, j'ai commis une irrégularité par rapport à la vraie vie, c'est de faire démarrer Zubac à la place de Ibaka. En l'occurrence, la rotation des Clippers en ce début de saison, elle n'est pas comme cela. Elle a une particularité que je trouve à la fois amusante et intéressante. C'est que, en fait, ils font démarrer un 5 avec Paul George et Kawhi, avec donc Beverly, Tatum et Ibaka. Et après, ils s'arrangent pour que le 5, entre guillemets, mineur, soit toujours dirigé par soit Kawhi, soit Paul George. 5 mineurs, c'est Lou Will à la mains, Luke Kennard en deuxième arrière, c'est évidemment Zubac à l'intérieur. Terrence Mann a plus des peaux de chagrin à disputer des moments délicats. Kabengele, souvenons-nous qu'il y a quelques jours, ils n'ont pas levé l'option. C'est-à-dire que ça va être le seul rookie du premier tour 2019 à ne pas avoir sa 3e année activée, Kabengele. Donc voilà. Marcus Morris, voilà, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore vu à l'œuvre, hein, mais on peut se douter que Marcus Morris va bientôt revenir dans la rotation. Moi, en l'occurrence, je l'ai fait starter. On verra si Batum continuera à starter ou si Marcus Morris sera starter. À mon sens, ça pourrait être Morris, hein, mais à voir. Et donc, vous voyez, donc j'ai mis la manette au milieu, hein, ça veut bien dire que je n'ai pas joué ce match. Alors, c'est spécial d'assister à un match comme ça sur NBA 2K. Je sais que certains le font. C'est spécial parce que il y a quand même de longs moments d'ennui si l'on regarde en entier. C'est ce que j'ai fait ce match-là. C'est amusant. Par contre, on peut observer pas mal de choses. Bon, là, ça va être très joli, mais les prises à deux sont assez systématiques sur certains joueurs de la part de l'IA. Ça, je trouve ça assez intéressant. Après, il y a aussi des shoots casse-croûte qui sont pris un peu en pagaille par cette IA. En l'occurrence, ça c'est Paul George en premier quart qui vraiment ne se prive pas pour prendre des shoots peu bien sentis. Hein, donc LeBron avec Kawhi en défense, c'est contré par Zubac, c'est recharbonné par les Clippers et ils vont même récupérer la balle. Vous voyez, c'est des séquences qui sont pas limpides. Ce premier quart-temps assez terne, avec finalement quelques coups d'éclat, mais beaucoup de lancers francs et un jeu offensif pas très inspiré. Par contre, ça c'était très inspiré, le screen pour faire passer LeBron ligne de fond et pour aller au panier sur un service de Davis. Ça c'est du basket. C'est un système qu'on voit d'ailleurs en NBA de temps en temps. Hein. Kawhi est difficilement défendu par Matthews. Tiens, comme c'est bizarre. Dont il fait un peu ce qu'il souhaite. Là encore. Voilà. Et en fait, imperceptiblement, les Clippers vont commencer à prendre l'ascendant dans ce match-là. Malgré quelques petites actions sympas des Lakers. Mais ça reste tout de même... Tiens, ouais, Morris a eu une belle réussite à 3 points. Paul George, après, a commencé à trouver son shoot. Et on se retrouve à la mi-temps avec un petit écart. Un petit écart qui se joue, je dirais, presque sur la qualité de la création offensive, qui est dégueulasse côté Lakers, hélas pour eux. On est en simulation, hein, donc
on peut se lâcher, c'est la faute du jeu. Et puis finalement, une présence défensive un peu meilleure du côté Clippers, mais encore une fois, c'est parce que le jeu est mal posé. Et regardez, prise à 2, et le corner, donne dans le corner, ça va. Là, c'est bon, ils ont réussi à trouver le shooter, mais vous voyez, ça va quand même pêcher. Assez rapidement, il y a une quinzaine de points d'avance pour les Clippers, et Batum qui passe dans le dos de son défenseur. C'est excessivement mal compensé, il n'y a pas d'aide. Donc défensivement, ouais, c'est quand même mauvais du côté des Lakers, qui continuent à dévisser des shoots, qui plus est. Les contre-attaques, on sait qu'elles sont rémunératrices. Waouh, celui-là, c'est presque le panier qui assassine le truc. Vous voyez, donc, match absolument pas serré. Match assez vite plié par les Clips, qui prennent ça aussi parce qu'ils ont deux individualités qui filochent assez facilement, et parce que défensivement, les Lakers sont très mauvais dans ce match-là. Donc voilà, qualification pour la finale de conf. Je trouve que quand même, un derby de LA pour peut-être déterminer le futur finaliste, voire champion, ça se rate pas quand c'est un match 7. C'est un must un peu de la NBA d'aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais le voir, et sans jouer pour pas non plus influer dans un sens ou dans l'autre, parce que il n'est pas dit que si je joue avec une des deux équipes, je la fasse gagner d'ailleurs. Pour ça, je me suis dit, tu joues pas et tu regardes. Donc, on a compris, à l'ouest, ce seront les Clippers qui affronteront les Trailblazers pour déterminer le finaliste NBA. Et puis, à l'est, on voit que LeBron s'en est sorti, mais Anthony Davis a des stats bien pauvres pour ce type de match-là. C'est inenvisageable. Et une répartition des points assez correcte du côté des Clippers. Ce sera Milwaukee, de l'autre côté, qui affrontera Raptors. Donc, allez, on lâche les Clippers. Voilà, on les libère. On les reprendra plus. C'était juste pour ce match-là. C'est une petite pige très très courte. Et on se reconcentre sur Toronto. Toronto, donc, contre Milwaukee. C'est l'occasion de dire un mot de Milwaukee. On peut effectivement être assez triste pour eux du trade avorté, cette espèce d'histoire rocambolesque là, qui leur a en plus valu une amende et de perdre le choix de drafter au second tour l'an prochain, à cause du fait d'avoir contacté Bogdanovic, et finalement ça ne s'est pas fait. Bref, tampering, comme dit la NBA, ce qui est assez hypocrite, parce que quand on sait à quel point les gens se parlent, se recrutent mutuellement, il faudrait peut-être faire évoluer cette règle-là, semble-t-il, mais ça ne m'appartient pas. Alors, les Milwaukee Bucks, c'est une équipe qui a priori est redoutable, mais la question, elle a été posée. Moi, je vais vous donner mon avis. Tiens, voilà, tac, panier et la faute de Brook Lopez. Bien joué, OG Anunoby. Est-ce qu'elle est plus forte ou moins forte que la saison dernière ? Chacun peut avoir son idée. Hein, on peut en parler, en débattre avec grand plaisir dans les coms. Pour moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je la trouve... Je pense qu'elle est moins forte, cette équipe, qu'elle ne l'était l'an dernier. Même si Bledsoe était devenu lourd à porter, c'était un peu devenu un boulet, quelque part. Il leur coûte cher, notamment en play-off. Mais à part le fait d'avoir récupéré Holiday contre Bledsoe, ce qui est forcément avantageux, mais tu perds George Hill également, donc ça c'est aussi un truc qui doit rentrer en balance. DJ Augustin a été pris pour 3 ans. Pourquoi pas ? Mais est-ce que l'équipe est pour autant plus forte ? Écoutez, moi je le pense pas. Je pense pas que cette équipe soit plus forte qu'elle ne l'était l'année dernière, donc je peux largement me tromper, mais c'est ma perception. Après, pour ce qui nous concerne, Giannis, eh bien... Oui, parce que le banc est un peu moins fort aussi, c'est pour ça aussi que je pense. Pour ce qui est de Giannis, lui par contre, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Giannis, il est prêt à assurer des séquences mortelles pour notre défense quand il veut. Par contre, l'effet de ouais, tu oublies, mon grand. Donc c'est comme dans la réalité, ça se paye cash.
ces actions un peu mal inspirées, je dirais, d'Antetokounmpo, qui par contre, quand il doit assurer sur coast to coast, est proprement inarrêtable. Et ça se termine souvent même avec un lancer franc bonus. Donc là, c'est quand même un moment délicat, le milieu du troisième quart, avec les Bucks qui reviennent au score alors qu'on avait plutôt maîtrisé le sujet d'ici là. Prise à 2 sur Siakam, shoot ouvert. On a ressorti rapidement, ben c'était raté, encore une fois. Donc on n'est pas forcément plus heureux encore en shoot externe pour le moment, mais on a au moins la possibilité de défendre, eux aussi. Donc vous voyez, ça reste longtemps 26 à 26. Hein. C'est un peu laborieux. Bon, sauf quand on s'appelle Antetokounmpo. Donc mauvais passage pour nous. Hein. Mauvais passage. Les shoots Davis, un peu dans tous les sens. Même quand c'est ouvert, c'est vraiment délicat. Les pénétrations. Tiens, ça c'est un aspect du jeu, je trouve, qui a évolué. La pénétration du joueur extérieur, on va dire, de l'IA, est, je trouve, plus facile qu'elle ne l'était dans les versions précédentes. Donc, pourquoi pas, ma foi. Pourquoi pas. Ça ne nous empêche pas, sur quelques stops défensifs, de revenir au score, comme on l'a vu ici à l'instant, Van Vliet sur la contre. Allez, Siakam, c'est toi qui dois nous sauver. En l'occurrence, très très beau boulot de Siakam, qui a même été jusqu'à faire l'écran retard sur Antetokounmpo pour permettre la prise du rebond. Et le contre. Action encore majeure de la part de nos petits Raptors là sur cette séquence. Yanis seul au monde, ben non, ça va, on a réussi à le maîtriser. Alors il finira peut-être à 58 points, mais au moins on arrive à maîtriser certaines de ses attaques et à le bloquer. Siakam est quand même pas mal hein, pour ça. Et oui, ben voilà, par contre, les shoots à 3 points qui ne rentrent pas nous coûtent excessivement cher. Donc c'est un peu usant au bout d'un moment. Regardez, ça c'est le Middleton Show qui enquille comme ça 2 shoots consécutifs juste somptueux dans le Money Time. Et donc on se retrouve à -3. Allez, on déroule l'action dans la continuité. On va pas s'affoler, on va chercher nos basiques. C'est quoi nos basiques? C'est Kyle. Allez Kyle. Chouish. Voilà. C'est pas parce qu'on en a raté 15 que le 16e ne va pas rentrer. Égalisation donc. Il reste, quoi qu'il arrive, une possession pour nous. Et elle va arriver plus vite que ce que je le pensais, cette possession, puisqu'on a eu intercepté. Et en contre-attaque, c'est Yanis qui fait faute sur Pascal Siakam. Pascal Siakam au lancer franc pour essayer de nous donner un peu d'avance. Siakam, forcément, a eu un peu plus de difficultés. Il y avait souvent Antetokounmpo sur son chemin. Offensivement, ça a été peut-être un peu délicat. On rate le deuxième. Bon, là, il faut vraiment défendre, mais l'acier. Hein. Il n'y a pas le choix. Il faut défendre très très brutalement. J'ai mis Anunoby, là, sur cette dernière séquence. Yes! Anunoby qui s'est avéré hyper précieux sur sa défense externe, là. Sur Yanis. Bon, après, c'est pas non plus les meilleures actions d'Antetokounmpo. Hein. Quand il pull-up comme ça, ou quand il semi-fade away... Et on rate encore un lancer. C'est pas possible, on le veut pas ce match. Balle de match pour Jrue Holiday. Et ce sera raté. On prend ce match, mais encore une fois, mais qu'est-ce que c'est difficile. Qu'est-ce que c'est pas dominé. C'est même laborieux. Oh, tiens, j'étais pas loin avec mon 16 là. On est à 1 sur 15 à 3 points. Donc, vous voyez quand même, ça déconne quoi. Ça déconne. Parce que je veux bien que sur 4 ou 5 de ces 15 shoots, j'ai peut-être pas le meilleur timing. Je suis prêt à l'entendre. Hein. Franchement, même moi, à des moments, je trouve que le timing est chouïa pas comme il le faudrait. C'est plus dur en match qu'à l'entraînement. Et puis, peut-être que 2 ou 3 ou 4 fois, c'est pas si ouvert que ça. Mais il devrait quand même y en avoir 5 qui rentrent, quoi, sur les 15. Et c'est pas le cas. Donc, bon, à voir. Mais je vous ai dit de quelle façon j'ai corrigé un petit peu plus tard tout ça pour la saison qui suit. Énorme match d'Anunoby sur le match 2. Record en carrière, apparemment. Oui, 38 points, énorme, quoi. Il a été gigantesque. Pourtant, il a face à lui des gens qui défendent. Mais du très très gros Anunoby.
Il y en a un dont l'apport n'est pas flagrant, je trouve, c'est PJ Tucker. Alors qu'honnêtement, j'étais assez content de mon coup de l'avoir récupéré. Mais certes, à des moments, il défend super bien, hein, mais comme on n'arrive pas à rentrer les trois, eh ben, on ne peut pas mettre en valeur la deuxième qualité qui est celle de Tucker, c'est-à-dire d'écarter le jeu et de pouvoir sanctionner, par exemple dans le corner, on sait que c'est son endroit, hein, à Tucker. Et on simule pour terminer cette série. Terminer cette série assez rapidement. 4-0 pour Toronto, c'est très bien payé. Mais en même temps, visiblement, en face, à part Antetokounmpo, ça n'a jamais vraiment payé. Et puis là, c'est le moment dramatique. C'est la blessure de Kyle Lowry pour le reste de la saison. Ce qui oblige à repenser totalement les postes 1 et 2 pour peut-être resituer Van Vliet évidemment à la main le plus souvent possible. Et puis du coup, redistribuer un peu les minutes à la fois à Malachi Flynn, à Norm Powell, notamment. J'en donne même quelques-unes à DeAndre Bembry, puis à Tucker également. Enfin, c'est un chantier absolu de devoir répartir, de jouer sans Lowry, c'est l'âme de cette équipe. Et puis, il fait tout ce qui peut être précieux, il le fait super bien. Donc, ça va être difficile, quel que soit l'adversaire. Bah tiens, l'adversaire, après simulation, ce seront les Clippers. Donc, très très difficile mission qui nous attend là, que de défier les Clippers de Kawhi et Paul George. Alors vous voyez, on voit que j'ai lâché l'équipe en question d'en face, puisqu'ils sont revenus à une rotation par défaut. Bon, ça se paramètre. Il suffirait d'aller mettre à Lou Williams dans ses préférences, là, dans son profil. On pourrait aller mettre sortie de banc, et à ce moment-là, on aurait de nouveau Beverly qui serait titulaire, mais bon, je suis pas allé jusque-là, tant pis après tout. Laissons les choses se faire. On a donc Terence Davis, titulaire, et oui, au poste 2. Ça me dérange pas plus que ça, c'est un joueur très marrant, hein, mais bon, c'est pas Van Vliet. C'est pas Van Vliet, parce que justement, on n'a pas Lowry. Et le début de match, qui est assez délicat, je trouve, défensivement. On a un tout petit peu plus de mal à verrouiller l'attaque adverse. Prise à 2, attention, ça ressort. Van Vliet, et voilà, ça dévisse encore. Donc difficile, parce que ces shoots-là pourraient nous faire du bien. Encore une fois, prise à 2, Van Vliet, ça ricoche sur le cercle. Voilà, c'est le tube du moment. Hein. C'est tu files la balle à l'intérieur à Siakam, et derrière... Alors là, par contre, celui-là, il est contesté. Voilà, ça c'est un shoot contesté. Faut pas non plus se tromper sur la manière dont les choses doivent être analysées. Mais les deux d'avant, ils n'étaient pas contestés, hein, clairement. Hein. Donc, est-ce que on aura la réussite ? Bah non, mais par contre, les petites claquettes, on les a. Donc toujours un peu le même logiciel, hein, ça n'évolue pas beaucoup. Ah là, c'est difficile. Même sous le cercle, Van Vliet a du mal à convertir des opportunités. Kawhi s'est fait contrer, mais c'est juste un miracle. C'est qu'à la mi-temps, on est à 19-11 et c'est presque bien payé. Tellement on a du mal à exister. Donc Paul George en contre-attaque. Ah ouais, mais lui en plus, il n'est pas impacté par le cheat du jeu. Kawhi à mi-distance. Terence Davis, ça dévisse. Bon bref, voilà, vous m'avez compris. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans ce match-là, à part une déception? On va voir. On va voir, parce qu'il y a quand même toujours de l'espoir. Sur quelques séquences défensives, parfois, on peut faire basculer un match. Bon, ici, visiblement, ce sera pas le cas. Ce sera pas le cas parce que George et Kawhi sont occupés que ça ne le soit pas. Powell, Davis également. Là, c'était archi ouvert. Hein. Là, il n'y avait pas photo. Hein. Kawhi qui revient encore une fois près du cercle, c'est totalement inarrêtable hein, pour Terence Davis. Et on prend une fessée absolue, on dirait 0,17 à 3 points, 6 sur 8 au lancer, c'est peut-être là qu'on peut se donner quelques claques, en se disant, mais mon gros, t'es pas allé provoquer assez de fautes, il fallait le faire. Quand ça ne rentre pas extérieur, on sait qu'il faut attaquer
le cercle, mais bon, je crois que ça se joue pas forcément là-dessus, tellement c'était une déculottée prodigieuse. Prodigieuse déculottée, on continue donc, mais en simulation, pour essayer de voir comment ça peut évoluer. Très bonne accélération en troisième quart des Clippers qui l'emportent aussi sur ce match 2. Qu'en sera-t-il du match 3? Bah, il prend le chemin d'une domination, encore une fois, tiens, avec 42 points de Kawhi sur celui-là. 3-0, ça sent le sweep. Ça sent le sweep. On va donc simuler pour quand même voir ce qui peut bien advenir. On va jouer un match serré qui va, en fin de compte, basculer pour nous à la toute fin. En quatrième quart, bah déjà au moins on ne sera pas sweepé. C'est déjà une satisfaction de ne pas se prendre le 4-0 qui humilie. Et ensuite, le match suivant verra une courte victoire pour Kawhi et les siens. Donc, Leonard se retrouve, on va le voir ici, MVP des Finals dans un instant, voilà. MVP des Finals pour la 3e fois de sa carrière avec 3 équipes différentes. C'est quand même pas dégueu, ça nous fait penser à quelqu'un d'autre qui joue dans la même ville. Et cette saison donc s'achève sur une magnifique victoire pour les Clippers et une finale pour les Raptors dont je vais vous montrer le début de l'été. Et on s'arrêtera avant de spoiler la suite. La suite sera dans l'épisode 4. J'essaie de pas aller au-delà des 40 minutes à peu près. Ouais, ça paraît important. Je vous avais montré que j'avais prolongé, pour essayer de coller à la réalité, j'avais prolongé le contrat d'Anunoby. Enfin, je vous l'avais montré pour d'autres joueurs sur les derniers épisodes avec les Suns. Gobert, Paul George, etc. Bah, il fallait aussi le faire pour OG Anunoby, puisque le garçon a prolongé pour 72 millions sur 4 ans. Donc, c'est une question de moins à se poser à l'intersaison. Anunoby s'est prolongé. Donc, à partir de là, on a juste à s'occuper du reste. La draft est intéressante parce que elle va nous donner un classement qui donne un choix très très tardif aux Clippers. Mais ça, c'est pas une surprise. C'est les premières places dont je vous parlerai plus dans l'épisode Thunder, là, qui sont intéressantes, mini spoil. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on a comme choix? Moi, mon choix, il va se porter sur Isaiah Todd. C'est un joueur qui existe, bien sûr. C'est un joueur qui pourrait être amené à occuper le poste 5. On dirait, t'as déjà bouché. Ouais, mais peut-être jouer 4 aussi, on verra. A priori, plutôt 5, je le vois plutôt 5, lui. Mais en tout cas, Isaiah Todd me plaît. Il fait partie de ces rares joueurs qui n'ont pas choisi l'université, mais qui est dans une équipe de G-League, qui est spéciale développement. Elle est en marge, si vous voulez, des équipes de G-League affiliées aux équipes NBA qu'on connaît, qui en possèdent une. Et donc, Isaiah Todd, je veux bien regarder ce joueur, il me paraît pas inintéressant. À ce stade de la fin du premier tour, de toute façon, j'avais pas 1 milliard d'options intéressantes. Autant essayer de se renforcer à l'intérieur sur un mec de 74 qui en plus s'avère avoir un certain potentiel. Je l'avais scouté, le potentiel m'intéressait. Donc à voir ce qu'il peut donner, ça peut être un vrai style. On verra bien. Déjà qu'on est content d'avoir Malachi Flynn qui est pas mal du tout. Ça demande finalement de se projeter vers l'avenir et de poser une vraie question. Attention, pas me comprendre de travers, mais je vais activer l'option de Baines. Mais que peut espérer cette équipe? Quel est son plafond à cette équipe actuelle qui en plus salarialement va être bouchée pour peu que l'on prolonge, et je vais le faire, Laurie. Et là, dans la partie précisément, je vais aussi prolonger Tucker. Et Anunoby a été prolongé. Et Siakam a son contrat. Et Van Vliet a son contrat. Vous avez compris? Les options, déjà, il n'y a pas de flexibilité. Est-ce que tu vas devoir activer la machine à trade ou est-ce que tu vas plutôt
aller sur un développement en interne, mais avec quel plafond, justement? C'est ce que je pose comme question. Terence Davis aussi, je l'ai prolongé à un tarif qui paraît correct pour un joueur de son standing, c'est-à-dire la petite dizaine de millions annuels. Hein, il aura son contrat. Lowry, donc, on va aussi le re-signer, même s'il est blessé, et qu'il perdra en overall. Donc voilà, c'est une vraie question. Est-ce que tu as vraiment une marge d'évolution avec cette équipe, ou est-ce que finalement on n'a pas atteint notre sommet déjà là en allant en finale NBA? Est-ce qu'on n'a pas déjà optimisé à fond et qu'on n'arrivera jamais à faire aussi bien, voire mieux? Donc ça c'est une vraie question à ce stade-là. Donc on verra bien. Je ferai un petit trade à l'épisode prochain. On verrait, je le spoile pas, mais ça pourrait nous ramener un joueur intéressant, euh, tout en essayant de rester en réalisme, entre guillemets, puisqu'il n'existe point de réalisme à partir du moment où on rentre dans un jeu vidéo, on est dans la fiction la plus totale. Mais voilà, vous voyez, je fais 25 plus 1 à 23,75. Ça me paraît pas mal honnête vis-à-vis de Kyle Lowry, qui ne, de toute façon, doit pas être abandonné. Donc voilà, épisode 4 pour la suite. On aura fait de beaux playoffs, mais quid de la suite de cette équipe? Prochainement, bye bye.